Eh bien, je suis parti en Afrique du Sud comme chargé d'affaires à la fin de l'été 1985. Ça paraît maintenant très lointain, 25 ans. Le pays vivait encore sous le régime de l'apartheid. Nelson Mandela était prisonnier. C'était d'ailleurs le plus ancien prisonnier politique du monde. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est inutile de dire que l'apartheid était un régime indéfendable, que c'était un régime violent qui avait été instauré en 1948. Mais peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que c'était un régime absurde. Et je me souviens la première fois que j'ai rendu visite à Monseigneur Desmond Tutu, qui était à l'époque évêque de Johannesburg. Il habitait près de la cathédrale anglicane de Johannesburg. Je me souviens de son énorme rire lorsqu'il me décrit les problèmes qu'il a eus avec l'administration de l'apartheid, avec les fonctionnaires de l'apartheid, pour avoir un visa, pour aller chercher son prix Nobel de la paix, puisque dans la formule naturellement du passeport, il faut indiquer la nationalité. Alors, nationalité, eh bien finalement, après beaucoup de débats, le gouvernement a décidé d'inscrire « not yet determined ». Pas encore déterminé, parce qu'en effet, dans ce système, seuls les Blancs étaient citoyens sud-africains et les Noirs étaient rattachés, plus ou moins artificiellement, à des Bantoustans, qui étaient des pays créés pour les besoins de la cause et qui n'étaient reconnus, ou dont l'indépendance n'était reconnue que par le gouvernement de Pretoria. L'opposition à ce régime violent était importante. D'abord parce que la plupart des sociétés de pensée, la société civile, considérait que ce régime avait assez duré et qu'il fallait effectivement y mettre fin. C'était le cas notamment du Conseil des églises chrétiennes, qui réunissait toutes les églises, les protestantes, la religion catholique également, et qui était très active dans la lutte contre l'apartheid. C'était le cas aussi d'associations d'avocats, de médecins, également d'hommes d'affaires libéraux, les grands hommes d'affaires d'origine anglo-saxonne notamment, qui étaient presque tous anti-apartheid, et puis bien entendu les intellectuels, les écrivains. À l'époque, on avait beaucoup de contacts avec Nadine Gordimer, qui a eu le prix Nobel de littérature quelques années plus tard, avec André Brink et avec beaucoup d'autres. Et donc, c'est vrai que c'était extrêmement intéressant d'avoir tous ces contacts avec tous ces représentants de la société civile et toutes ces associations. Alors, quel contact vous avez pu avoir avec l'entourage de Nelson Mandela? Parce que vous aviez dans vos instructions l'obligation, l'engagement de suivre son état de santé, la façon dont il était traité par le régime sud-africain. Alors, il est évidemment impossible d'aller lui rendre visite en prison, c'était interdit, en tout cas interdit aux étrangers. Et en revanche, naturellement, il était possible de rencontrer son avocat, Maître Ayob, que j'ai rencontré un très grand nombre de fois. Également, il était possible de rencontrer des membres de sa famille. Il était aussi possible de rencontrer ses amis, ses sympathisants ou des organismes qui luttaient pour sa libération. Et puis, il y a eu un épisode très particulier qui nous a permis d'avoir un contact presque direct, puisqu'à un moment donné, les ambassades occidentales ont appris que Nelson Mandela allait subir une opération, bénigne d'ailleurs, mais bien sûr beaucoup d'émotions, et l'idée est apparue que peut-être les pays occidentaux devraient envoyer des observateurs, des médecins qui seraient observateurs pour cette opération chirurgicale. Bien sûr, le gouvernement sud-africain a tout de suite dit qu'il n'en était pas question, que c'était une suspicion illégitime, et la plupart des ambassades s'en sont tenues là. Chance, probablement, le médecin français, qui était un spécialiste, un chef de service d'urologie du CHU de Rennes, était déjà en route. Le professeur Lebel est donc arrivé à Johannesburg, j'ai été l'accueillir, je l'ai logé à l'ambassade, et par des amis communs, il a pu rencontrer 2 jours plus tard le chirurgien qui allait opérer Nelson Mandela, et qui lui a dit « Mais écoutez, venez avec moi au Cap, et je m'arrangerai pour que vous voyiez Nelson Mandela ». Il est allé au Cap, bien sûr, la police lui a interdit l'accès de l'hôpital, et averti par son chirurgien, le chirurgien désigné par le gouvernement, Nelson Mandela a dit « Mais écoutez, si je ne vois pas mon médecin français, je refuse d'être opéré, je ne signerai pas la décharge qui doit précéder l'opération. » Et négociation, finalement il a été admis que le professeur Lobel pourrait rencontrer Nelson Mandela pendant 10 minutes, montre en main, et il est revenu avec un message de sympathie de Nelson Mandela pour le peuple français.
Non, il était évident que le régime était condamné et que les jours de ce régime étaient comptés, bien sûr. On en discutait d'ailleurs, y compris avec les membres du gouvernement blanc de Pretoria, et je me souviens de discussions avec de Klerk, qui à l'époque était ministre de l'Éducation blanche, puisque naturellement il était dans un gouvernement blanc. C'est lui qui plus tard a conduit l'évolution et la négociation qui a fait libérer Nelson Mandela et qui a fait en sorte que les choses se passent dans des conditions convenables. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas dans quelles conditions Nelson Mandela serait libéré, et la crainte de tout le monde était qu'il arrive quelque chose, ne serait-ce qu'un accident de santé à Nelson Mandela, auquel cas je crois que la situation aurait été très grave dans les townships. Notre rôle, finalement, c'était de préparer l'avenir. Tout le monde savait que l'apartheid ne durerait pas éternellement, et tout le monde savait que la majorité de la population de ce pays était une majorité noire. Par conséquent, il était très important pour la France d'avoir des relations avec toutes les parties qui ensuite concourraient à la solution future. C'était un peu notre souci principal, c'était en effet d'accélérer cette évolution et de faire en sorte qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Le pays était sous sanction des Nations Unies, mais bien entendu, il y avait des entreprises occidentales, et parmi ces entreprises occidentales, il y avait des entreprises françaises qui étaient établies depuis très longtemps. Et par conséquent, il était important que l'avenir soit assuré et que, après l'apartheid, les relations entre la France et l'Afrique du Sud soient les relations les plus confiantes possibles dans tous les domaines.